Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation sur une librairie qui s'appelle Zod, que j'ai découvert à Devoxx. Une présentation dessus. Zod, qu'est-ce que c'est? C'est une librairie JavaScript, TypeScript qui permet de valider des données. Donc, ça va être très pratique dans les cas. Alors, pardon, je recommence. Je m'appelle Vivien. Oui, alors je suis rentré de vacances hier à 1h du matin. Voilà, la presse, voilà comment ça se passe. Je m'excuse d'avance. C'est moi. Zod. Donc, Zod, librairie qui va permettre de valider de la donnée, donc notamment très utile pour surveiller toute la donnée qui vient de l'extérieur de votre système. Quand vous codez votre application, souvent, vous allez avoir des types TypeScript, vous allez maîtriser votre donnée, c'est vous qui l'exposez. En JSON, c'est vous qui la consommez, donc en fait, il n'y a pas tellement de risque de bout en bout, sauf si vous êtes perdu en chemin. Là, ce qui est très pratique, c'est que ça va un peu protéger vos données quand vous consommez des endpoints ou d'autres services sur lesquels vous n'avez pas la main. Potentiellement, il va y avoir des changements de schéma, ou il y a des comportements non prévus, etc. L'intérêt, ça vous permet aussi de pouvoir, entre guillemets, avoir des erreurs et gérer vos erreurs au moment de récupérer la donnée et pas avoir des effets de bord un peu plus loin dans l'application, vous ne vous rendez pas compte parce que c'est arrivé après et en fait, ça pète dans 3 fichiers à côté. Comment ça fonctionne, Zod? Alors, de toute façon, ça va être on va faire un petit peu de live coding, donc on va voir un peu en main comment ça se passe. Grosso modo, on va définir un schéma de données. On va parser la donnée, donc parser, ça c'est assez important, je vais expliquer un peu la nuance après. Il y a énormément de plugins, il y a plein de librairies, donc il y a la possibilité d'étendre les comportements, de s'adapter, etc. Donc ça, je vous montrerai aussi sur le site officiel. Donc c'est plutôt pratique, il y a une belle communauté. Ça avance. Coding. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vous ai fait une petite application. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite application en React avec Git pour afficher un utilisateur. Je vous montre ça, voilà, j'ai fait un. Qu'est-ce que ça fait? Ça va consommer un web service qui génère des données un peu bidons d'utilisateurs. J'ai une photo, un nom, un anniversaire. Potentiellement, ses coordonnées géographiques, c'est son adresse, mais là, ça ne marche pas. Et en dessous, je vais avoir tout le JSON qu'on récupère. Donc ça, c'est l'exemple de l'application de ce qu'on va consommer, en fait. Donc typiquement, quelque chose sur laquelle je n'ai pas là. Comment ça fonctionne? Déjà, en avance, moi, j'ai défini un type TypeScript pour expliciter la structure de ce que moi, j'ai besoin d'utiliser. Vous voyez, dans la structure, on va avoir le nom avec prénom, nom de famille, date de naissance, les coordonnées potentiellement disponibles, longitude, la photo, puis on va prendre une grande, parce que du coup, j'en ai plusieurs. Comment ça fonctionne? Tout le monde connaît React ou pas? Vous avez tous fait un peu de React, tous fait un peu de web, ça va? Du coup, j'ai eu effet que je vais aller chercher les données sur cette API qui me renvoie un utilisateur random. Je prends JSON, je prends le premier, je le mets dans mon state, et donc j'affiche tout ça ici. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Déjà, le premier cas là-dessus, quand on n'a pas de librairie, qu'on n'a rien pour faire valider tout ça, j'aimerais bien, c'est mettre des petits messages d'erreur, gérer des cas. Par exemple, alors si je vous montre, je change la version de mon API, parce qu'il y a une nouvelle version qui est sortie, je mets là 1.4, normalement c'est super optionnel, ça marche bien. TPT, et donc là on se compte c'est un peu le bazar, parce qu'on a un problème de date qui n'est pas valide, je vous ai logué l'objet, la structure elle a changé, c'est un peu l'enfer. Et ça, du coup, vous ne l'avez pas forcément au bon endroit, parce que là, l'erreur, je l'ai dans mon code d'application qui affiche la date de naissance. Donc, retrouver d'où vient ce problème, etc., et se rendre compte que c'est mon endpoint qui m'envoie n'importe quoi. C'est celui-là. Bon, je vais vous remontrer si je remets la version 1.0. En fait, avant, la date de naissance, c'était un super nombre, une espèce de timestamp. Et maintenant, la date de naissance, c'est un objet avec un âge et une date. Ça devient un peu le bazar. Donc, quand on veut corriger ça un peu vite, on peut se dire que finalement, c'est point date et qu'en fait, ça ne marche pas. Donc, il faut faire un. En fait, déjà, c'est une new date, je crois. Ça marche. Ça marche toujours pas. Problème de date. Ouais. Ah. C'est toujours un point zéro. Toujours un problème de date. Super. Donc, ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est plutôt pouvoir gérer un peu les erreurs avant. Qu'est-ce qu'on va faire dans le cadre naturel? Quand on récupère tout ça, typiquement ici, on va vouloir, si je veux faire traiter tout ce truc-là, on va pouvoir gérer des erreurs.
Hop. Pourquoi j'ai fait un tableau d'erreur. Bon. Qu'est-ce qu'on va dire? Ici, on va rajouter toute notre vérification. Par exemple, on va dire que si alors c'est data. Donc si on n'a pas de. On va vérifier que si on n'a pas de nom, on n'a pas de prénom, par exemple. On n'a pas de prénom. Ce qu'on va faire, c'est. On va dire que dans notre erreur, on va dire qu'on a une erreur en mode. Comme ça, first name missing, etc. On va le faire pour tous les champs, les valider un par un. Ça va commencer à être un peu compliqué. Je vais tricher parce que je l'ai déjà fait. En fait, typiquement, là, je vais gérer des erreurs. Là, j'ai mon tableau d'erreurs. S'il manque le prénom, s'il manque le nom, on va rajouter des erreurs. S'il manque les coordonnées, on va mettre des erreurs, etc. J'affiche en dessous, donc du coup, ça vous met, il vous manque les coordonnées, etc. Donc c'est un peu lourd à rajouter tous ces traitements. Parce que ça prend vachement de place. Là, j'ai même pas traité tous les champs parce qu'il y a le problème de la date de naissance que j'ai pas vérifié. On a les problèmes, les coordonnées, la picture. Là, j'ai mis large. Donc c'est un peu bazardeux. D'ailleurs, on voit qu'ici, j'ai dit que je prenais la photo en version large. Dans mon code, j'ai affiché la version médium. Ça pose aucun problème. Ça s'affiche parce qu'en fait, quand on va récupérer la donnée, même si notre type il est réduit, dans l'objet JSON qu'on récupère, il est vachement plus grand et on récupère tous les champs quand même. Vous me dites si je vous perds ou c'est pas clair. Hein. En direct, ce sera plus simple. En termes d'objet de champ, ici, j'ai large, médium, thumbnail, donc j'ai plusieurs formats d'image. Donc quand je vais le récupérer avec mon fetch et que je vais m'en servir pour l'affecter à ma data, je vais faire mon set user, ça a beau être le même type user avec que certains champs, il va quand même posséder tous les champs en extra qu'il y avait dans le JSON. En JavaScript, bon, JSON objet, c'est un peu la fête. Un peu la fête. Là, donc, voilà. Plus de place en mémoire. Ça prend plus de place en mémoire. On se balade beaucoup plus de champs qu'on pourrait. Donc là, en TypeScript, on est normalement un peu plus carré, mais en JavaScript, on peut faire un peu n'importe quoi. On peut rajouter des champs, s'en servir plus tard, et donc c'est un peu la folie. Vous avez sûrement déjà vu ça dans des projets où on a un objet, puis à un moment, on rajoute un champ en plus parce que c'est plus simple pour le traiter dans un sous-composant, et on se demande qu'est-ce que vient faire ce champ, comment a été initialisé, on est perdu. En général, on va éviter. Et donc, ce que je vous propose, faire plus simple, je vais remettre Zod. On va passer à Zod et comme ça, on va voir ce que je fais. Ça, on va voir comment ça se passe. La version de voilà. Zod. Comment ça marche Zod? Je vais juste ajouter Zod. Donc moi, j'utilise PNPM. Je vais zoomer. Bon, c'est comme NPM, mais c'est différent. Ça marche très bien. J'utilise Ah oui, c'est ça. PNPM. Très bien, merci. J'ajoute Zod. On est content, j'ai Zod d'installer. Première chose qu'on va faire avec Zod, c'est que le type user, on va faire un user schéma. Ça va être égal à Z. Donc c'est Z.objet. Si je dis pas de bêtises. Z. D'accord. Voilà. Et Z. Donc là, on va définir un peu toute notre structure d'objet. Donc Z, c'est un objet qui va avoir une shape avec différents champs. Donc il y a un name. Ce name, c'est égal aussi à un Z.object. Et donc dans ce name, on a le first, qui est un Z.string. Et on va avoir le last, c'est un string. Dub, qu'est-ce que j'ai dit? C'était un Z. Il me semble, derrière, on avait vu. Pour la version 1, c'est un number. On va le toucher après. Je vois ce que j'avais prévu. Donc ça, c'est pareil, c'est un objet.
contient des coordinates. Donc c'est un objet pareil, Z, on va dire optionnel. Ah, je vais dire pas de notion optionnelle. Donc Z object, on va rendre optionnel. Donc ça. Mais un tout petit peu, s'il te plaît. Ah oui, pardon. J'ai la raccourci. Ça, c'est un z.number. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les pictures en large string. Hop, on va reprendre ça. Et là, je vais redéfinir tout mon schéma. Définir exactement la structure qu'on avait en dessous. Ça, on devrait être bon. Et ce qui va se passer quand je vais le parser, on va dire que. C'est quand déjà. Demain, on va regarder la zone. C'est pas bien. Le schéma, user schéma. On parse la data. Hop, tout ça, il est content. Et si je reprends mon React, ce qui marche, c'est que je le redémarre. Non, je vais finir, c'est normal. C'est user, on est bon. Je crois que c'est là. Allez, go. Bah, c'est perdu. Ah, que tu coupes ton Ouais, donc en fait, on utilise le schéma qu'on a défini plus haut, ça va arriver. On parse la donnée. Donc ça, je vais vous remontrer la différence, vous allez la voir tout de suite quand je partageais mon écran. Et ensuite, ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est le set user. Voilà, il va le faire. Hyper puissant. ton écran. Hop, donc là, on est bon. Donc là, on voit qu'on a un petit problème sur. Ça va arriver. On a un petit problème sur la photo. On a bien le prénom, date de naissance, on a notre carte. Et vous verrez qu'en dessous, le JSON, il est beaucoup plus petit tout d'un coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, Zod, il a vraiment dit, OK, bah, je vais vraiment parser le JSON que j'ai en entrée. Et il dégage tous les champs qu'il n'a pas besoin de traiter. En fait. Là, on a un objet qui est beaucoup plus petit. On va avoir moins d'effet de bord, on va se balader moins de bêtises, entre guillemets. Il y a une option pour lui dire de les conserver aussi, si on veut. Mais c'est pas forcément très intéressant. Tac, tac. Donc, on va corriger. Ici, de toute façon, IntelliJ va vous le dire tout seul. Ça va arriver, t'inquiète. Ouais. Là, je partage en direct là-dessus, quoi. C'est pareil, non? Bon. Ouais. Donc on a la photo, ça fonctionne. Notre objet il est plus réduit. Et on est à peu près content parce que tout ça, ça marche bien. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre à jour la version de l'API. Je passe en 4. Bien. Et donc là, ça a foiré parce que du coup, on a une erreur ZOD. Vous voyez, on n'a pas l'erreur au moment d'afficher la date de naissance qu'on avait tout à l'heure où on ne sait plus où trop on était. On a directement au moment du parsing l'erreur qui nous dit bah, là, j'ai un problème, je m'attends à un nom, je reçois un objet pour date de naissance, c'est pas correct.
Pour les coordonnées avec latitude, longitude, bah, je m'attends à un number, j'en reçois un string, donc c'est pas correct, etc. Tout en parallèle. Donc il balance tout, il va pas foirer la première erreur, il va vraiment valider tout le schéma. On va commencer au plus simple. Et du coup, latitude, longitude, j'ai dit que c'était un number, mais en fait, il nous envoie des strings. Super. Donc il y a un truc, je crois que c'est ça. On peut rajouter des parseurs, etc. C'est pas ça du tout. C'est ça. On pourrait faire un parseur pour reparser le numéro, machin, gérer tous les cas compliqués. Zod, ils ont déjà un truc tout inclus qui s'appelle coerce. Tout le monde va dire, bah, ça, quel que soit le type, je voudrais que ce soit un nombre derrière. Je vais le faire là aussi. Hop. Je reviens, j'ai toujours des erreurs, mais là, j'ai plus que le problème sur la date, où il s'attend à un number, finalement, il y a un objet, etc. etc. Donc, ce qu'on va te dire, c'est que notre date, alors, comment j'avais fait ça? Z.object, une date, en string. Il y a problème de date toujours, ouais. Je vais sortir mon fichier sèche. Merde. Tout. Donc le but, c'est de changer le parseur. Là, on veut vraiment avoir un objet date. On ne veut plus avoir cette espèce de string ou number où c'est pas très clair. Comment j'ai fait? Bah, avec coerce. Voilà. La réponse était là, devant mes yeux. Donc pareil, il a vraiment les transformations de quoi parser coerce. Voilà, les dates. Coerce, il va faire la conversion de l'un vers l'autre. Enfin, automatiquement. Alors, attends, pourquoi j'ai raté le coerce après? Et oui, ça c'est bon. Hop, ça marche pas, c'est point date. On revient, tout marche bien. Il récupère du JSON un timestamp et il peut le Là, convertir. je lui dis de coercer la date, donc en fait, il va essayer de parser la donnée pour la convertir vraiment en format date. C'est magique. Du coup, quand je log, là, j'ai Là, une c'est espèce de bien. string avec tout. Ouais, grave. Et si ça marche pas, s'il veut transformer. Là, je vais voir une erreur. Ok. Si on envoie n'importe quoi, il y aura une erreur, il faudra potentiellement la traiter un peu mieux que juste la loguer dans le terminal. J'ai les coordonnées qui s'affichent, donc ça, c'est super cool. Là, on voit qu'on a un petit problème, c'est que moi, j'ai dit que. Du coup, il va parser en format date. Alors, est-ce que lui, il arrive à me le faire, IntelliJ ou pas? Non, il est en galère. Super. Ce qui est vraiment pas mal avec Zod. Ouais, donc, du coup, pendant mon schéma user, j'ai un problème à l'affichage. Ce qui me dit, je fais user.dub.date. Il me dit IntelliJ, date, ça marche pas. En TypeScript, je vais avoir une erreur si je sais le compiler parce qu'il ne connaît pas date. Donc en fait, là, ce qui devient chiant, c'est qu'il faut que je dise, dub, en fait, il faut que je mette à jour mon schéma. C'est plus ça, c'est une date qui est de type date, etc. Donc normalement, après, si je revois mon code en dessous, il va être un peu plus content. On n'a pas envie de maintenir ça à deux fois, en fait. Là, on est en train de maintenir un type, on a un schéma, c'est super chiant. Donc, ce qu'on peut dire avec Zod, c'est qu'on dit qu'on fait juste z.infer 2, et je crois que c'est user schéma, plus la syntaxe. On va regarder la doc. Comme ça, voilà, infer type of. Juste type of user schéma. Et en fait, ce truc-là, je dirais même l'afficher. Ouais, donc il y a un petit bug encore en ce moment avec IntelliJ, mais en fait, normalement, le type user qui vous sort en dessous initial type, c'est vraiment. Alors, si je sais comment j'avais fait. Ça me fait mal au cœur, mais il n'y a pas le bug sur VS Code. Oui, tu. Allez. Ou pas. Je ne sais pas si vous voyez.
Je vais zoomer un peu, mais en fait là, en dessous, il va mettre dans la pop-up, on a vraiment le type complet que j'avais défini avant en TypeScript. Donc là, en fait, avec Zod, il est généré automatiquement par rapport à tout le schéma qu'on a fait. C'est hyper simple. Dès que je mets à jour mon schéma, le type derrière est mis à jour. Il y a un bug IntelliJ, l'autre truc. Ouais, c'est pour interpréter le type infer. C'est pas encore. Ils ont un petit bug, ils vont le corriger. Donc super puissant. Donc du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que même en créant tout ça, en fait, vous allez avoir toute la validation en statique TypeScript, elle est là en fait. Donc, le compilateur derrière, il va vraiment pouvoir vérifier quand vous manipulez un objet user, on est bon. L'inverse, c'est pas possible. De créer ton type TypeScript et de lui demander de générer. Alors, il y a des librairies plugins, je crois, qui font ça. C'était où? Comme c'est assez verbeux le truc. Bah, tu peux, mais en fait, ça va plus être du one-shot génération, je crois. Ouais. Tu as des libres pour prendre le schéma, générer des types TypeScript si tu veux sortir de zone, ouais. Ou inversement, générer les schémas à partir des types. Ouais. Et ça va être du compile. Qu'est-ce que j'avais prévu de vous montrer d'autre? Ah oui, on peut découper en plusieurs schémas, parce que là, ça devient un peu compliqué. Pour la date, notamment, on peut faire un date schéma. C'est égal à ça. Et ici, je dis que ma dob, c'est un date schéma. Donc ça fonctionne très bien. Donc on va pouvoir coupler, réutiliser, etc. à plusieurs endroits. Ce qui est cool aussi qu'on peut faire, typiquement là, moi, de devoir ajouter date, etc., ça me faisait chier. Je voulais garder la même structure pour pas avoir à changer dans toute mon appli. Parce que là, si vous changez le type, c'est que vous utilisez à 15 pages avec le bazar. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on prend le date schéma et on peut faire un transform. Et je crois qu'on dit que c'est D, on renvoie. Voilà, je vais modifier mon type. Normalement, quand je fais ça, en fait, derrière, alors on va revenir sur VS Code. Il est là. À jour. Et quand je regarde du coup mon type de user, vous voyez que le dob date, c'est devenu une date. En fait, on peut aussi transformer, appliquer les transformations sur nos objets pour un peu changer la structure. Donc là, ce qui est hyper intéressant, c'est quand je passe de la version 1.0 de l'API, on n'avait que la date en direct, et version 1.4 où ma date, ça devient un objet, mais je ne veux pas tout péter, je peux retransformer pour me revenir un peu dans mon cas d'origine. Donc c'est plutôt pratique pour pouvoir revenir là-dessus. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Si le nom, prénom, ça m'énerve d'avoir un objet, je veux juste avoir un full name tout de suite, je peux valider. Donc ça marche pourquoi? Parce qu'il y a deux types avec Zone. On va avoir le type d'entrée. Donc ça, c'est le JSON que vous allez bouffer, c'est ce qui est défini par le schéma que vous voyez là. Je crois que là, il dit infer, et je sais que normalement, il y a un autre type. User in. C'est z.input de ça. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas si vous voyez de loin, c'est un peu petit, je ne sais pas comment je peux le zoomer. En gros, vous allez vraiment avoir la structure complète du JSON d'entrée que vous avez défini. Donc, ça va être l'input. Et il va y avoir le type en sortie, donc c'est l'infer par défaut, qui va vraiment vous donner la donnée que vous avez structurée. Changer les types, typiquement, on a des numbers partout, on a les dates, c'est bien une date, etc. Alors qu'avant, quand on regarde dans le d'input, on voit que c'était où là, on a un dob, c'est un date qui est une date, etc. Donc, on va avoir les deux notions, ça peut être intéressant pour valider ce que vous faites, etc. L'autre point, je crois que pour fois, il y a des librairies où à partir d'un schéma, on peut générer de la donnée pour faire des tests. Donc, ça peut être pratique quand on veut tester une input. Ça utilise derrière des librairies pour faire des données aléatoires. Donc, toujours pratique, vous êtes sûr que vous allez générer un objet complet avec tout ce qui est défini qui correspond à votre schéma. Mais ça, c'est pas directement dans Zone. C'est une librairie à côté, je crois. C'est cité après. Attends, ça me mine un peu. Ouais, beaucoup de librairies, de bonnes fonctions encore. Ça peut être intégré à des formulaires avec toutes les validations pour React et d'autres systèmes comme ça. Ou pour valider les schémas de formulaire, on utilise Zone en direct. Ouais. Donc, c'est branché avec les erreurs qui seront affichées proprement, la totale. Ce que tu me disais pour générer. Il y a du tab schéma. Enfin, tu as X2Zone pour transformer du TypeScript en Zone. Tu peux faire ça, mais il me semble que la camping, donc il y a beaucoup de choses. Il y a du mock, il y a du GraphQL. Enfin, ça part un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses.
Et je disais, ouais, pour faire des mocks, là, on utilise ça avec Faker.js derrière, donc ça fait vraiment des choses intéressantes pour pouvoir tester. Pour dire si c'est un prénom ou c'est une adresse. Faker, il sait le faire. Ouais, mais comme tu as un string sur ton schéma d'origine. Peut-être avec le name, je sais pas comment il débrouille, mais tu dois pouvoir lui dire. Ah ouais, sur le nom du champ. Ouais. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Vous avez des questions pour le moment, ça va. On a bientôt fini. J'avais fait. Je m'étais amusé à transformer un peu tout. Chaque schéma. Je vais mettre comme ça, c'est plus simple. Enfin, j'avais transformé le name schéma, j'avais mis directement que c'est une transformation, j'assemblais les deux pour avoir un full name complet. Locations qui sont toujours optionnelles, la date transformée, etc. Oui, il y avait un autre truc que j'avais fait pour être plus propre, c'est que ouais, dans mon JSON, en fait, on va aller là-dessus. Je vais sur cette superbe URL. En fait, j'ai un peu menti. Le schéma est plus compliqué, c'est un objet qui contient des résultats. Et dans ces résultats, il va y avoir une personne avec plein d'autres choses. Donc en fait, moi, dans le code, j'ai été un peu plus vite, j'ai dit, bah, prends le 0 et basta, et on est bon. Donc moi, ce que j'avais fait pour m'amuser à aller plus loin, c'est que j'avais regardé un peu avec Zod comment valider tout ça. Aller un peu plus. Je vais faire ça. Sans direct. Dans Empty, tu t'assures que ce soit pas vide. Ouais. Non, il pèse. C'est ça. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai déclaré un schéma d'API. J'ai dit que c'est une shape qui avait un tableau de résultats. Dedans, c'est un tableau de schéma, de user schéma. Donc ça, je sais qu'à l'intérieur, je réutilise direct l'objet, c'est hyper rapide. Et je lui ai dit que c'était non-empty. Donc non-empty, je m'assure vraiment que j'ai un tableau qui n'est pas vide. Ce qui fait que normalement, ça va me péter assez vite. Normalement. Bon, encore une fois, il y a un petit bug avec IntelliJ, il ne comprend pas bien ce qui se passe là-dedans, parce que j'ai pas tenu le undefined. Normalement, c'est pas possible. Le gros intérêt du non-empty, c'est qu'en fait, ce result, en gros, le type de result, je vais faire après. Le est égal à un tableau de user. Ça, potentiellement, ça veut dire que c'est un tableau d'user, mais il peut être vide. Et donc, le non-empty, en fait, ça va vraiment transformer le type pour dire qu'on a un tableau avec au moins un user et après peut-être d'autres users, en fait. Je vais montrer dans le syntaxe. Je sais pas si cette syntaxe, elle vous parle. Ouais. Ouais. C'est un truc un peu compliqué pour dire qu'on a un tableau d'utilisateur et qu'il y en a forcément un dedans. Donc c'est ça, le non-empty va vraiment faire la transformation de type. Ah oui, il convertit ce type-là. Ouais, le type va bouger. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de faire des vérifications, de dire, comme j'avais pu le faire à d'autres endroits, où j'ai, là je vais dire, et dire si mon tableau n'est pas vide, alors je fais ça, etc. En fait, d'avoir cette vérification, de le faire à cet endroit-là, normalement, c'est inclus dans le typage. Du coup, c'est une propriété qui est vérifiée que vous n'allez pas perdre, en fait. Si vous faites juste un if et que vous utilisez, vous allez perdre l'information qui n'est pas vide, sauf si vous restez à l'intérieur de ce if. Donc, en fait, vous allez à d'autres endroits, vous allez refaire des ifs pour vérifier que c'est pas vide, etc. Donc, Zod, ce qui est assez intéressant, c'est vraiment tout ce que vous vérifiez comme propriété par-dessus va être inclus dans le type parce que le type de sortie est modifié. Ça va, je vous ai pas perdu. Ouais. Et dernier truc, qu'est-ce que j'avais fait? Je vais gérer un peu plus les erreurs. Ouais. Pour gérer les erreurs, je vais vous montrer ça. Tout à l'heure, j'ai juste fait un parse. Donc c'est rapide, quand ça foire, ça balance dans la console ou ça renvoie la requête en erreur, ça envoie une exception. Il y a un safe parse qui existe qui va permettre de parser, en fait, de ne pas péter une exception et de renvoyer un objet résultat. Et en fait, ce qui se passe, on me dit, bah, si le résultat n'est pas en succès, je peux manipuler les erreurs et faire les traitements dessus. Donc là, j'ai fait un petit traitement un peu porcasse pour. Sinon, ça se trouve une exception. Pour attendre tout ça, ouais. Sinon, ça se trouve une exception. Donc, s'il y a un problème, je mets les erreurs. Sinon, je dis juste qu'on a un user. Typiquement, quand je vous parlais tout à l'heure de vérifier à chaque fois que c'est pas vide. Et si on revient là, on n'a pas d'erreur, donc on est content. Et si je me remets sur la version d'avant où ça va forcément tout péter, il me dit j'ai une erreur, voilà, dans le résultat, dans le premier, la date de naissance, je m'attends à un objet, je reçois un number.
On a vraiment le détail avec toute la grappe qui saute. Donc l'intérêt, c'est vraiment de gérer les erreurs et de les traiter au moment où vous faites le parsing. Et pas de vous retrouver avec un effet de bord plus loin dans l'application, vous ne savez pas d'où ça vient. C'est vraiment le concept principal pour Zod. Le concept à ne pas oublier, c'est parsing. On ne va pas se trimballer un objet, valider qu'il ait la bonne structure et le caster. Et qu'avant, quand on a le point JSON, si on veut vérifier que notre data, c'est vraiment un user, vous allez faire du as unknown ou as any as user pour forcer, parce que vous dites, moi, je sais que c'est vraiment un user, on peut le prendre. Avec Zod, derrière, quand ça sort, vous avez la garantie que c'est vraiment le bon type. Il n'y a pas les petites magouilles, etc. On va le remettre. Et on est mieux. Et vous voyez qu'en fait, si je reprends ce truc-là comme ça avec le parse, je vais faire essuie. C'est quelque chose qui est assez condensé, synthétique. Toutes les validations sont faites au-dessus par le schéma. Je trouve que le code est un peu plus lisible, donc c'est plutôt intéressant. Okay. On était où? Et voilà. En gros, qu'est-ce qu'il y a à retenir en zone? Donc c'est TypeScript aide à sécuriser les données provenant de l'extérieur de votre système. Donc, dès que vous allez appeler une API que vous ne contrôlez pas, si vous parlez avec d'autres composants, d'autres modules, vous ne maîtrisez pas ce qui se passe dedans. Si c'est que en interne avec votre API REST spécifique pour votre front à vous, c'est peut-être un peu overkill de faire ça, quoique ça peut toujours éviter des problématiques. Mais c'est vraiment l'idée, c'est vous dire que le monde parfait n'existe pas. Normalement, ça devrait vous envoyer une date, vous l'avez vu tout à l'heure. Finalement, au début, c'était un nom, après, c'est devenu un objet, c'est parti un peu en cacahuète. Les coordonnées, ça m'envoie des strings, le nom, bon, c'est un peu chiant. Donc tout ça, en fait, ça va vous assurer de contrôler votre donnée, de la valider, etc. Le parsing, on ne valide pas la donnée. Voilà. Ça ne valide pas la donnée pour la conserver, ça va vraiment la parser et vous fournir des types qui correspondent vraiment à ce qu'il y a dedans. Et on limite aussi le poids et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Type statique, c'est trop cool quand les IDE seront bien carrés avec. Vous avez direct à la volée tous vos types qui suivent. Et ça, si vous avez de faire 12 allers-retours, de voilà, les carrés, changer votre traitement d'erreur, changer votre type en dessous qui est lié, vous oubliez, vous revenez, un peu le bazar. Il y a d'autres librairies qui font aussi du parsing validation. Je crois que Zod, c'est le seul à vraiment avoir un typage statique. Ça, c'est hyper intéressant. J'ai mis quelques sources, typiquement la conférence de Zod d'Evox de cette année. Grosso modo, il vous fait un petit tour, un peu comme moi, un peu plus carré, de tout ce qui se passe. Zod.dev, qui est le site officiel de la documentation, il y a tout dessus. Pour faire un petit tour, si vous voulez. Il y a beaucoup d'autres outils derrière à faire. Là, je vous ai fait un petit passage rapide de ce qui est possible. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, l'immigration. Oui, on revient. L'immigration, c'est au début, quand on avait notre type, quand on fait le point JSON, en fait, derrière, ce truc-là, ça m'envoie une. Ça. Ça m'envoie une promesse de any. Et lui, il n'a aucune idée de ce que fait en fait à l'intérieur. Donc, du coup, quand on veut vraiment le caster, si je veux vraiment vérifier que ce truc-là, c'est un user, je suis obligé de faire as user. C'était le. En fait, ça, on peut dire que c'est un as API data. Si on veut vraiment être sûr de le forcer, et potentiellement, il va être content, pas content. Je vois une nouvelle mise à jour de JavaScript où en fait, ça, c'est plus un any, c'est un unknown. Donc, c'est un petit peu différent. Le dire, ça peut être n'importe quoi. Dire, c'est quelque chose d'inconnu. Tu ne peux pas le type. En fait, par exemple, faire as unknown. On va pas les faire. Voilà. Ouais. Donc, on est obligé de faire ça as API data pour vraiment forcer. Mais en fait, c'est un peu dégueulasse parce que on dit t'inquiète, je sais ce que je fais. Mais en fait, le service qu'on appelle, essentiellement, il fait vraiment n'importe quoi. Donc, voilà, c'est ça, en fait, le integration qui parle. Il va pousser un peu plus loin dans les types. Une autre question? Est-ce que vous avez déjà utilisé des outils comme ça dans vos projets pour valider? Yop. Yop. Ah oui, c'est vrai. Ça a l'air mieux foutu. Et ça a l'air mieux, ouais. Parce que Yop, c'était vraiment bien. Si j'ai une question. Là, tu nous as montré avec TypeScript, React, ça utilisait le code.
En fait, ça marche aussi en JavaScript. Ça marche, du coup, logique. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est quand on fait un projet JavaScript, ça va vraiment être pertinent pour vraiment structurer ta donnée, t'assurer qu'il n'y a pas de la merde qui se balade partout. Du coup, il y a le TypeScript, c'est hyper. De toute façon, maintenant, faire un projet en JavaScript, bah, bon, s'il vous plaît, faites pas ça, quoi. Et en fait, après, le framework, on s'en fiche. C'est vraiment une librairie. C'est soit des plugins pour se brancher dans le framework, typiquement avec les formulaires, etc. Derrière, tu vois qu'en fait, tout ce que j'ai modifié mon code, c'est le template pour la variable, j'ai quasiment pas touché à ce qu'il y avait dans le use effect, mais en fait, c'est juste du traitement de promesses. Donc, c'est vraiment complètement agnostique. Et l'intérêt de faire utiliser d'autres. JavaScript. C'est pareil pour protéger à la frontière de ce qui rentre. Non, mais ça, je suis d'accord, c'est une validation, mais l'intérêt de Bah, Zod, c'est d'avoir le là. Ouais, merci. Et le coerce, là, c'est quand même puissant, ce machin. Non, l'intérêt de Zod, c'est d'avoir de l'inférence aussi. Ouais. Oui, surtout, ça, c'est le gros point fort de cette librairie. Pour moi. Mais tu peux aussi faire de la validation d'entrée, tu auras toujours cette problématique-là, même si c'est en JavaScript. Et Zod est bien fait. Voilà. Pour moi, le parking, c'est quand même un gros truc. C'est pas la seule. Non, mais utilisable aussi en JavaScript. La notion de parser, c'est parce qu'il y a beaucoup de librairies type IOP, il va faire de la validation et derrière, tu vas avoir toujours le même objet. Tu avais Joy. Et Joy aussi, oui. Et à l'époque, lui, il fait des parcers aussi. Ah oui, Joy. Mais il fait pas l'inférence de type. Attends, on va regarder ça. Tu vois les comparaisons. Voilà, Joy ne fait pas le static type de différence. Oui, je sais. C'est Voilà. ce que je te dis. IOP, il fait du casting, il fait plein de champs, etc. Mais il y a plein de choses qu'il ne fait pas. IOP ne fait pas Il y a IOTS aussi qui existe, qui fait des choses à peu près équivalentes. Ils font pas de gaz. Il ne fait pas le même petit arrays, etc. Il y a plein de choses que ça ne fait pas forcément. Une petite comparaison si vous voulez aller regarder, si vous les librairies que vous connaissez. Un peu les différences. De toute façon, on voit que là, entre IOTS, je crois que c'était passer d'IUP, au lieu d'écrire IUP, on écrit Z et c'est quasiment pareil sur la structure, donc c'est hyper facile à switcher. Pour Joy aussi, il y a moyen. Putain, il a mis bref, il y a plein de choses. Oui. Est-ce que tu as vu des cas d'usage là où il l'utilise pour faire des tests pour tester que l'interface récupère bien d'une API les bonnes données En faisant des mocks? Ouais, non, justement, quand tu as une espèce de test d'intègre, tu as ton front qui tape et ça l'utilise en fait pour valider que tu as bien la bonne structure de données. Je crois qu'on avait parlé de ça tous les deux. Je sais pas si dans ce cas-là, tu veux tester que ton API en fait, fonctionne. c'est comme un contract provider, enfin un contract testing. Alors si tu veux tester l'API externe, mais en tapant vraiment dessus. Ouais, c'est ça. Pour vérifier qu'il n'y a pas de régression justement avant le déploiement. Tout ça. Non, je pense que non. Moi, je m'en suis jamais encore servi. Hein. Mais tu aurais pu voir quelque chose comme ça, je sais pas. je pense qu'au final, tu vas faire une telle intégration, ça va être ta couche, donc tu utilises Zod ou autre chose pour valider ta donnée ou la parser ou la traiter. Ça ne change pas grand-chose. Tu vas juste t'assurer que pour un schéma donné de ton API externe qui rentre, tout marche bien. Après, est-ce que tu veux t'assurer que ça marche pour une V1 ou une 1.4 ou autre chose? Je ne sais pas si c'est très... Parce qu'en fait, tu n'as aucune idée que ton schéma va changer d'un coup. Pas trop le prévoir. En fait. Oui, mais justement, c'est pour rendre compte. Automatiquement, ouais. Après, tu peux faire du monitoring d'application quand tu as des logs d'erreur, voir que Zod, il te notifie. Je ne sais même pas s'ils ont fait un truc là-dessus. C'est au écosystème. Non, ils font pas de notif. Tu pourrais avoir tu as les outils qui récupèrent les logs de ton browser dès que tu as les erreurs des logs pour les vérifier, les suivre. Donc, tu peux te rendre compte comme ça. Ouais, tu pourrais faire un test complet. Ouais. Ça serait un test end-to-end. Et tu as ton schéma qui est invalidé. Du coup, dans ta CI, ça te dit oh, il y a un truc qui ne va pas avec ton API externe que tu appelles. Ouais. Pas de déploiement parce que sinon ça va faire une progression. En fait, elle est déjà pétée. Ouais, du coup, elle est c'est déjà pété en fait. Mais oui, tu pourrais avoir un truc qui check de temps en temps. Petit end-to-end qui fait ça, ouais. Si tu es vraiment dépendant en fait, de la data externe, comment est-ce que tu testes cette data en fait qu'elle ne touche pas? C'est ma question. Ouais. En fait, c'est pas ça la vraie problématique. Parce que ça, c'est comme tu as dit, on prend des données JSON d'entrée que tu sais qui doivent passer, par exemple, fournies par tes clients, comme tu as vu, et quand tu fais des releases, tu fais des tests d'intégration où tu balances les vraies données et tu regardes ce que ça fait. Ça, c'est pas vraiment la question. La question que tu peux te poser, en fait, c'est tu as deux problématiques qui sont plus intéressantes. C'est comment tu fais évoluer ton schéma. Et est-ce que tu as le droit de faire des breaking change par rapport au client? Si oui,
tu as un problème de gestion de version de ton schéma. Ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc, quand tu veux tester un schéma de validation, c'est con de le tester avec des données qui proviennent de ton schéma, parce que ça sert à rien. Alors, le truc, et ça, c'est ce dont on a discuté, en fait, faut faire des tests. Pour tester ce genre de truc, il faut mieux faire des tests du style je balance de la merde, et est-ce que toute la merde est rejetée? Tu vois, tu dis, ok, mais j'ai peut-être oublié, tu vois, dans ton test, tu vas dire, tu vas tester avec un name est égal à Toto, qui a 4 caractères, on va dire. Ok, magnifique. Donc tu dis, dans ton champ de validation, c'est une string, ça passe pour 4 caractères, c'est bon. Par contre, manque de peau, tu as un utilisateur en prod qui a un caractère. Dans ta base de données, tout à la fin, tu as mis un truc de merde à une longueur minimale de je sais pas trop quoi. Un truc avec 20 caractères, tu as mis un truc de 4 caractères dans la base de données. Ça peut être tout comme application. Je parle de ça, il y a des validateurs taille minimale, pour un email, etc. Donc, il y a beaucoup de choses aussi pour s'assurer qu'on ne soit pas n'importe quoi. Je vous invite à aller fouiller, il y en a beaucoup. La conversion sur les booléens pour vérifier plein de choses. Les types littéraux, il y a énormément de choses. Et ça convertit les enums? Machin, est-ce qu'on a eu ID, etc. Pour les enums, je crois qu'il y a un truc fait pour. Hein. Ouais, Zod enum. Pose la question, c'est là. Donc, soit on crée une enum Zod C'est ça. soit. Ça fait le billet après. Soit il est capable de prendre une vraie enum TypeScript et de créer un schéma Zod avec. Pour créer l'inverse. Voilà. Et si tu es vraiment chiant et que tu veux convertir, est-ce que tu as le droit de faire des vrais convertisseurs? Enfin, des custom convertisseurs. On peut créer ses propres parseurs. On n'a vraiment pas du tout répété. C'est bon, les gars. C'est énorme, les tests comme ça. C'était où? Custom schéma méthode. Non, c'est où? C'est pas la custom schéma. Custom schéma, voilà. Donc là, typiquement, on a un type spécial où on veut uniter des pixels et on peut lui faire valider en custom avec une regex pour parser quand on est sur la bonne structure. Je sais plus, c'était où plus bas, il y a de la doc pour dire est-ce que c'est ça? Changer l'axe, pas ça. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Ouais, c'est comme quand tu écris des. Ça, c'est juste la méthode de parsing. Où est-ce que j'ai vu ça? Non, après, c'est des fichiers versants, c'est des fichiers. Le truc là de Java. C'est ça. Il va traiter des cas de type récursif là, avec le schéma qu'on réappelle. Ça peut être pas mal de choses à faire. Pourquoi je ne retrouve pas le parse? Type inférence, non pas. Enfin, la doc est vachement bien faite. Vous avez un peu tout dedans. Le safe part pour les erreurs, formater vos erreurs. Et je ne trouve pas le parseur. Dans custom schéma. Bon, je ne retrouve plus, mais il en parle dans la conférence d'Evox. D'autres questions? Je vous remercie.